Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, nous allons parler de TMS. Alors oui, encore un acronyme dans le vaste monde de la qualité de vie au travail. Vous allez me dire, eh bien oui, TMS, ça veut dire trouble musculo-squelettique. Alors concrètement, c'est quoi? Vous savez, quand on parle de mal de dos, de tendinite, de lombalgie, de syndrome du canal carpien, tout ça, c'est les troubles musculo-squelettiques et ils sont responsables de 30% des arrêts de travail en France. Donc, c'est assez conséquent. Et bien souvent, ces douleurs se développent suite à de mauvaises postures au travail, des mauvaises postures dont nous n'avons pas souvent conscience et pourtant, notre corps souffre. Et un des pires ennemis à tout ça, c'est la sédentarité. C'est un véritable fléau qui a pris de l'ampleur avec la généralisation notamment du télétravail. Et puisque mieux vaut prévenir que guérir, la prévention des troubles musculo-squelettiques est donc une nécessité dans le cadre de notre travail et donc c'est forcément un sujet à prendre en compte quand on développe une démarche qualité de vie au travail dans une entreprise. Alors, quelles sont donc les bonnes postures et réflexes à avoir au bureau? Comment éviter de faire souffrir son corps? Comment agir en prévention en entreprise sur les troubles musculo-squelettiques? C'est tout le sujet de cet épisode et pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter Yannick Bénet. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast. Alors Yannick, tu es ostéopathe et ergonome, tu es fondateur de Néopharma et tu es aussi l'auteur du livre Travailler sans douleur de la collection My Happy Job qui propose 10 séances d'auto-coaching pour adopter les bonnes postures et se mettre en mouvement qu'on peut retrouver aux éditions Vuibert. Alors peut-être comme première question Yannick, avant de rentrer dans le vif du sujet des troubles musculo-squelettiques, de comprendre un petit peu mieux ce que c'est et de voir comment s'en prémunir, bien, j'aimerais savoir un petit peu peut-être quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet des postures, de l'ergonomie, de la qualité de vie au travail. Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc moi, en fait, j'ai un parcours à la base, je suis ostéopathe, donc parcours assez classique, on va dire. Sauf que je suis pas parti sur la branche cabinet. Tout de suite après mes études, en fait, j'ai décidé de créer mon entreprise, donc qui s'appelle Néopharma, avec pour objectif en fait de prévenir les douleurs au travail. En fait, je me suis rendu compte que on avait beaucoup à l'école, on avait une clinique où les patients pouvaient venir et on était situé dans un quartier d'affaires à Saint-Denis et on avait énormément de gens de bureaux qui venaient. Donc bon, je me suis dit voilà. En parallèle, moi j'avais pendant mes études pas mal travaillé en tant que chauffeur dans l'entreprise de mon père et en fait il y avait aussi pas mal de problématiques. Donc je me suis dit est-ce que on pourrait intervenir en tant qu'ostéopathe directement dans l'entreprise. Donc le premier concept, ça a été en fait d'envoyer des ostéopathes, mais directement dans les entreprises. Et ça a plutôt bien pris. Et au final, on a développé plein d'autres choses sur le thème de la prévention des douleurs au travail. Ok, donc les entreprises, elles étaient déjà... Alors ça, c'était plutôt à quelle époque? Alors ça, c'était il y a déjà 10 ans, ouais. Donc ça remonte un petit peu. Au début, on se focalisait beaucoup sur les entreprises qui faisaient plutôt de la manutention. Oui. Puisque la problématique que tu retrouves aujourd'hui et qui existe toujours, c'est les accidents du travail.
Tu as beaucoup d'accidents qui sont liés notamment à la manutention, quasiment un accident sur deux. Donc, typiquement, des gens qui se bloquent le dos en portant. Donc ça, c'était vraiment une problématique. Mais on constate que ça a énormément évolué, puisque depuis 3 4 ans, on a quasiment la moitié de nos demandes qui sont axées justement sur le travail sur écran. Et c'est l'objet du coup de mon livre, puisqu'en fait, c'est quand on travaille sur écran, au départ, on se dit, ils font rien, ils sont assis, ils bougent pas, ils portent pas, donc il y aura jamais de douleur. Sauf qu'on est en train de s'apercevoir qu'en fait, c'est très problématique. Oui, en apparence, on n'a pas l'impression de faire souffrir notre corps sans bouger, assis devant un ordinateur en étant statique. On se dit, c'est pas une posture qui met notre C'est corps en ça. péril. Contrairement, effectivement, à des travails qui peuvent être très douloureux pour la santé Oui, quand on porte des charges, c'est des ça. poids assez conséquents. Alors, du coup, ça veut dire que déjà à l'époque, il y avait quand même une ouverture sur ce sujet-là. Est-ce qu'on parlait du coup d'ergonomie au travail? Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu cette notion justement d'ergonomie au travail? C'est quoi le métier d'un ergonome? Alors, l'ergonomie, alors en France, les gens globalement connaissent le nom de l'ergonomie, mais savent pas forcément ce que c'est. Et l'associent souvent vraiment que au travail sur écran, avec ton repose-pied, ta chaise, etc. On dit que c'est une chaise ergonomique ou un bureau ergonomique, on l'associe vraiment à ça. L'ergonomie, c'est quand même beaucoup plus large. En fait, l'ergonomie, c'est l'analyse du travail. Et donc, ça s'applique vraiment à tous les métiers. Et en fait, dans l'analyse du travail, on va analyser aussi bien le matériel que l'organisation, que le bruit. Donc, c'est vraiment l'analyse du travail de manière générale et essayer justement d'améliorer différentes parties de ce travail, donc l'organisation, la posture, voilà, de vraiment d'améliorer de manière générale le travail d'une personne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez global et qui en France existait déjà, hein. Nous, quand on a commencé, l'ergonomie, ça existait quand même depuis pas mal d'années. L'ergonomie, ça commence en fait notamment aux États-Unis avec vraiment des postes de travail analysés, etc. Donc dans l'industrie, c'est quelque chose qui existe déjà depuis pas mal de temps. Sur le travail sur écran, beaucoup moins. Et là, surtout, on commence vraiment à en parler avec le télétravail où on s'est aperçu que tout le monde était cassé. Nous, les cabinets d'ostéopathie, ils ont été remplis à ras-bord suite au premier confinement. Les gens Ouais. qui travaillent sur leur ordinateur portable toute la journée, on n'était pas prêt à ça. Et du coup, ça s'est ressenti immédiatement sur les corps. Mhm. Donc c'est intéressant en tout cas de se dire que finalement là il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ont envie de mettre en place des démarches qualité de vie au travail et parfois on pense souvent à mettre en place des démarches qui prennent soin de notre santé psychologique et mentale et en fait il y a aussi énormément de choses à faire au niveau physique, physiologique comme tu le partageais et puis aussi au niveau de l'environnement de travail en tant que Exactement. tel. C'est vrai que les deux sont étroitement liés. De toute Ouais. façon, quand tu prends physique et psychologique, quelqu'un qui a des douleurs, c'est potentiellement quelqu'un qui va être stressé, pas bien, etc. Et au Hmm. contraire, quelqu'un qui est ultra stressé, tu peux être sûr qu'il va déclencher une lombalgie, enfin un lumbago ou quelque chose comme ça, parce que son corps en fait va répercuter ce mal-être physiquement. Donc les deux sont vraiment associés. Et nous, ce qu'on conseille vraiment quand on intervient sur la partie physique, c'est aussi de mettre en place des choses justement sur la partie psychologique et mentale. Ok. Alors, je l'évoquais en introduction, les troubles musculo-squelettiques, on va en parler un peu plus en profondeur. Ils sont la cause de nombreux arrêts de travail, hein, et je crois qu'il y avait une étude d'assurance maladie qui date d'octobre 2021 qui disait que 87% des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques. Si je dis pas de bêtises, mais peut-être que tu Mm, as d'autres chiffres. Donc, en fait, les faits sont là. Les études aujourd'hui nous montrent qu'il y a un véritable fléau par rapport à ce sujet. Exactement. Alors, il faut bien distinguer deux choses. En fait, quand quelqu'un est absent, d'accord, au travail, tu as trois possibilités. Soit la personne, elle a eu un accident du travail. Donc là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Elle a porté un colis, par exemple, et elle s'est bloqué le dos. Ça, c'est la première cause. Donc ça, il y en a énormément, hein. Ce que je disais tout à l'heure, en France, tu en as à peu près 700 000 tous les ans. Et donc, tu en as 50% qui sont liés justement à la manutention. Donc, ça représente quand même un chiffre important. Après, tu as, donc toi, le chiffre que tu disais, c'est donc les TMS qui sont reconnus comme des maladies professionnelles. Hmm. Là, il faut être vigilant
Donc, il y en a 87% qui sont liés donc au TMS, mais que tu vas retrouver souvent dans les métiers physiques. Donc, par exemple, les métiers dans l'industrie avec du geste répétitif, dans la grande distribution avec les caisses, voilà, tout ce qui va être geste répétitif. Parce que dans les bureaux, la seule maladie professionnelle que tu peux retrouver, c'est le syndrome du canal carpien. Donc, ça fausse un petit peu les chiffres et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est toujours dit, en fait, au bureau, les gens, ils n'ont rien. Parce que eux, ils rentrent dans une troisième catégorie, ils vont être plutôt dans l'arrêt maladie. Et l'arrêt maladie, le problème, c'est que tu ne peux pas savoir quelle est la cause. Est-ce que il a mal au ventre, à la tête, ou est-ce qu'il a mal au dos? On ne sait pas la cause. Donc ces chiffres sont très difficiles à déterminer. Et c'est pour ça qu'au bureau, du coup, on a complètement sous-estimé parce qu'on s'est dit, il n'y a pas d'accident du travail, il n'y a pas de maladie professionnelle. En fait, ils n'ont rien. Sauf qu'en fait, ça se répercute autrement et du coup, c'est un vrai problème. Ouais, donc on a du mal véritablement à identifier. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est les troubles musculo-squelettiques? Tu parlais du syndrome du canal carpien. Est-ce que tu peux nous définir tout ça? Les troubles musculo-squelettiques, en fait, c'est donc des pathologies, des douleurs qui touchent l'articulation. Donc, en fait, ça peut toucher plusieurs structures de l'articulation. Ça peut toucher le tendon, donc avec des tendinites, par exemple, mais ça peut toucher aussi l'articulation elle-même, les deux os. Ça peut toucher au niveau du dos le disque. Donc, en fait, le TMS, ça veut dire qu'en gros, ça touche l'articulation et que c'est lié au travail. Donc, ça peut après toucher toutes les zones du corps, les cervicales, les épaules, les coudes, les poignets, le bas du dos, les genoux. Ça peut toucher vraiment l'ensemble du corps et c'est souvent lié à un geste que tu vas répéter. Donc, pour les gens du bureau, l'utilisation de la souris. Pour quelqu'un qui est dans le bâtiment, travailler à genoux. Un peintre, travailler la tête en l'air. Voilà, ça va se répercuter par des gestes que tu fais tout le temps dans ton travail et on estime que c'est ton travail qui est à l'origine de cette douleur. Donc, c'est un trouble musculo-squelettique. Et alors, est-ce qu'on peut s'en prémunir? Parce que je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est devant son ordinateur et qui a besoin de cliquer toutes les 2 minutes sur sa souris pendant toute une journée. Enfin, comment on peut faire pour prévenir justement ces troubles-là? Alors, nous, tu as plusieurs choses qui peuvent être réalisées. Nous, on estime qu'en termes de prévention, tu dois agir sur 3 piliers. Le premier pilier, il est matériel et organisationnel. Si on reprend l'exemple du bureau, qui est le plus simple à comprendre, si tu travailles sur une chaise en bois, sans bureau, sans matériel, forcément, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des troubles musculo-squelettiques. D'accord? Donc ça, c'est la base. Et dans les entreprises, c'est quelque chose qui est quand même globalement aujourd'hui bien fait, c'est d'équiper avec des sièges réglables. On voit de plus en plus de bureaux réglables en hauteur. Donc ça, c'est quelque chose qui globalement peut être toujours amélioré, mais sur lequel c'est la chose à laquelle on va penser tout de suite. La deuxième chose, c'est pour le collaborateur, tout ce qui va être apprentissage des bons gestes, apprentissage de son matériel. Ça, on le voit, nous, dans plein d'entreprises où les collaborateurs sont équipés de matériel, mais ne savent pas l'utiliser. Comment on règle son siège? À quelle hauteur? Est-ce qu'on laisse le dossier bloqué, débloqué? À quelle hauteur on met son écran? Donc ça, cette partie apprentissage, elle est aussi indispensable avec la partie matérielle. Et la troisième partie, et celle-là, pour le coup, là, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui l'oublie, c'est l'hygiène de vie. C'est-à-dire que moi, je donne un exemple que je donne toujours. Imaginons que j'ai un frère jumeau. On est tous les deux, on travaille dans la même position exactement. On a les mêmes postes de travail, les mêmes missions, 100% pareil. Moi, je fais du sport, je mange correctement, sans abus, je dors correctement et pendant la journée, je bouge régulièrement. Je prends mon frère jumeau, lui, il regarde des séries toute la nuit, il ne mange pas bien du tout et il ne fait pas du tout de sport. Lui va avoir des douleurs, moi, je ne vais pas avoir de douleurs. Pourtant, on a exactement le même poste de travail. Et cette partie hygiène de vie, en fait, elle est rarement présente dans les démarches de prévention, alors qu'en fait, elle est essentielle. Donc, si on arrive à agir sur ces 3 piliers, on peut avoir du résultat en termes de prévention. Et d'autant qu'en plus, si on ne prend pas en compte ce fléau des troubles musculo-squelettiques, ça peut potentiellement coûter très cher à l'entreprise. Est-ce qu'il y a des études qui nous montrent que justement, s'intéresser à ce sujet, c'est du gagnant-gagnant pour l'efficacité de l'entreprise?
Ah oui, il y a plein d'études hein, qui sont sorties, alors plus ou moins récentes, elles sont toutes unanimes, c'est que les douleurs, ça coûte très, très cher. Je Ouais. t'ai dit tout à l'heure, il y a les accidents du travail, il y a les maladies professionnelles. Ça, 100% des coûts générés par ces douleurs-là, c'est l'entreprise qui paye. Donc le salaire du collaborateur, les examens médicaux, il faut le remplacer. Donc ça coûte une fortune. Nous, on accompagne certains clients, c'est plusieurs millions d'euros par an. Ouais. Après, il y a la partie aussi, quand on prend l'exemple des bureaux, des gens qui sont en arrêt maladie ou qui sont moins productifs parce qu'ils ont des douleurs, du coup, qui vont être pas bien dans leur travail, qui vont... Donc ça aussi, et le coût, il est énorme. Ils ont du mal à l'estimer, mais aujourd'hui, on parle de quand même de plusieurs milliards d'euros sur le coût de l'absentéisme en France. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même pas négligeables. Et en plus de ça, bon, ça a un coût pour l'entreprise, mais ça a aussi un coût énorme pour le collaborateur qui, lui, n'est pas bien, va devoir aussi potentiellement voilà, faire des examens médicaux supplémentaires qui ne sont pas forcément toujours pris en charge. Il y a un coût pour tout le monde. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt de tous, justement, de faire attention à ces troubles musculo-squelettiques. Oui, puis c'est finalement faire de la prévention et savoir prendre soin de soi. Enfin, je fais souvent le parallèle, par exemple, quand pour aller voir un ostéopathe, hein, typiquement, on attend d'avoir mal au dos au lieu d'aller le voir plutôt régulièrement et de prévenir ce mal au dos. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une société où on a cette culture d'attendre d'avoir les premières douleurs pour se dire finalement, ah bah tiens, il serait peut-être temps que je prenne soin de mon corps. Comment on peut se l'expliquer, cette mentalité-là? Ah, ça, c'est la mentalité, j'ai envie de dire, occidentale, en fait, où Ouais, on est plus dans le traitement. ouais, Même sur la si ça curation. commence à évoluer, parce que nous, on le voit en tant qu'ostéopathe, on a quand même de plus en plus de gens qui viennent pour du préventif. Ouais. Et on le voit d'ailleurs en entreprise, quand on fait des consultations, on sait qu'on a, entre guillemets, gagné quand le motif principal, parce qu'on fait des statistiques, devient le bilan. Et en fait, on sait que quand plus de 50% des gens viennent pour des bilans, c'est qu'ils ont compris que justement, il fallait venir sur du préventif. Mais je parle de l'ostéopathie, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour le dentiste, Et c'est oui. valable pour l'orthopsie, c'est valable pour sa voiture, c'est valable en fait. On attend toujours voilà, d'avoir mal ou d'avoir un problème pour agir. Euh, Ce qui est dans les pays asiatiques, c'est un petit peu différent, même si on voit qu'on tend aussi vers un modèle occidental, où avant, eux, ils étaient en fait dans un modèle où le médecin, on ne payait pas si on avait mal. Mm. Donc, parce que leur but, c'était justement de faire de la prévention, etc. Et du coup, mais c'est en train de changer parce que justement, ils sont en train de passer sur ce modèle occidental où on va aller consulter quand on a mal. Et ça, c'est dommage. Mais en entreprise, en tout cas, on est de plus en plus sur ce côté préventif parce que le coût est tellement important une fois que c'est déclaré Ouais. que les entreprises essaient de mettre en place pas mal de choses. Hmm. Alors justement, si on partage peut-être quelques bons réflexes à avoir, ben, notamment à son poste de travail, alors, je pense notamment pour les personnes qui sont dans les entreprises du secteur tertiaire, qui travaillent devant leur écran, ce qui est le cas typiquement de ma situation professionnelle où je passe des heures et des heures devant mon écran d'ordinateur. D'ailleurs, au moment où je te parle, là, tu vois, j'ai le dos voûté sur mon micro de podcast. Je suis très près de mon écran. Je suis voilà dans une posture qui est pas forcément très conseillée. Alors, je pense que déjà il y a un gros pas de conscientiser, de se dire peut-être ah mais non là il y a quelque chose qui va pas dans ma posture. Donc déjà de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. La difficulté c'est peut-être aussi de changer ses habitudes et de commencer à avoir des bons réflexes dans son quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller déjà sur ça? Alors déjà, ce qui est le plus important, c'est de comprendre pourquoi tu as mal. Ça, c'est vraiment la base de tout. Mm. Pourquoi est-ce que le travail sur écran est un problème? On l'a dit tout à l'heure, en fait, on ne bouge pas. Donc, c'est pas logique du tout. On peut comprendre un sportif qui fait un effort intense, on peut comprendre un manutentionnaire qui porte toute la journée, mais toi, tu es assise, alors pourquoi est-ce que tu aurais des douleurs? Et ça, c'est vraiment le point de départ, parce qu'en fait, pendant des années, on a été sur une mauvaise piste, on a été sur la piste de la posture parfaite. Ouais. Donc, tu as déjà dû voir des schémas avec des angles, etc. Il faut avoir les coudes à 90 degrés, les genoux à 90 degrés, la tête, le dos droit et être dans la posture parfaite. Et en fait, ça, on s'est aperçu que ça fonctionnait pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais on s'en est aperçu seulement il y a quelques années. Donc, c'est vraiment très jeune. Parce qu'en fait, le vrai problème
du travail sur écran, c'est le mouvement. C'est que tu bouges pas et du coup, ton sang ne circule pas. Pourquoi? Parce que le sang, il part du cœur. Il descend jusqu'au bout de tes doigts de pied, mais après, il faut qu'il remonte. Une fois qu'il a utilisé l'oxygène, il faut qu'il remonte et qu'il soit réoxygéné. Et en fait, ce qui te sert de pompe, et ça, souvent, les gens le savent pas, c'est les muscles du pied et du mollet. Quand tu marches, tes mollets se contractent, tes muscles des pieds se contractent et rééjectent le sang vers le haut. Et du coup, le font repartir et il est réoxygéné et les muscles peuvent le réutiliser après. Donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un modèle d'ergonomie dynamique. C'est-à-dire que on s'en fout un peu de tes angles, de tout ça. Ce qu'il faut, c'est bouger le plus possible. Donc, la première règle, avant même de penser à sa posture, c'est de savoir comment est-ce que je vais bouger. Il faut rester maximum 1 heure consécutive dans la même position. Okay. Ça, c'est la base. Donc, se prévoir au début. Alors, c'est des habitudes à prendre, mais au départ, se mettre des petites alertes. Il existe aussi des petites applis qui permettent de… J'ai pas le nom, mais il existe des petites applis qui te permettent de te faire des alertes. Mais toutes les heures, il va falloir que tu te lèves 2-3 minutes, marcher, aller boire un verre d'eau, faire des petits étirements. Et ça doit être systématique. C'est la base de tout. Ok. Et regarder, alors moi j'avais entendu la méthode de regarder aussi au loin pour détendre ses yeux. Pour les yeux, ça marche, ça marche. Les deux, ouais, ça marche aussi. Alors les yeux, c'est le même problème en fait que l'ensemble du corps, c'est que tu vas travailler que sur les muscles de près. Du coup, les autres ne travaillent plus. Enfin, les muscles des yeux, les autres ne travaillent plus. Et du coup, tu forces dessus et tu crées ce qu'on appelle la fatigue visuelle. Du coup, tu te retrouves avec des maux de tête, des douleurs cervicales, etc. Ce qui est intéressant, on a publié une étude en 2020 sur les télétravailleurs et la première plainte d'un télétravailleur, c'était la fatigue visuelle, avant même les autres douleurs. Donc pour dire que c'est quand même un sujet aussi qui est hyper important et qui est lié de toute façon à l'ergonomie. Du coup, oui, il faut essayer de bouger le plus possible, à la fois les yeux et à la fois le corps, en se mettant ces petites alertes. Et l'ensemble de ton poste de travail doit être dynamique. Alors, souvent, les gens se demandent comment est-ce qu'on rend un poste de travail dynamique. C'est un poste qui bouge. Ouais, c'est un poste qui bouge, exactement. Maintenant, ce qui se fait énormément, c'est les bureaux assis debout. Je ne sais pas si ça, tu en as déjà entendu parler. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place ce type de bureau. Avant, on les voyait uniquement pour les gens qui avaient des problèmes de dos. C'est des bureaux qui ne sont pas donnés d'ailleurs en termes de prix. Alors, ça a vachement baissé. Ah oui, c'est vrai. Vachement baissé, ouais. Parce qu'en fait, il y a maintenant qu'il commence à y avoir plus de volume, les prix ont considérablement baissé. Il y a encore, alors ça reste toujours cher. Il y a encore quelques années, on était à 1 500 € le bureau. Aujourd'hui, on est plus sur du 500 €. Oui, donc bureau, ça a bien baissé quand même. Voilà, ça a bien baissé. Il existe, parce que la plupart sont électriques, il en existe aussi avec une petite manivelle, donc c'est un petit peu moins cher, c'est moins pratique, mais un petit peu moins cher, parce qu'en fait, dans ces bureaux-là, maintenant, ils sont programmables avec des heures où ils se lèvent, ta hauteur, enfin, il y a vraiment des trucs super. Et c'est quoi le bon rythme, du coup, entre assis, debout? Dans l'idéal, 1 heure dans la même position. D'accord. Sachant qu'on reste rarement 1 heure debout. En général, t'es plus sur un rythme de 30-40 minutes debout et tu vas privilégier des tâches. Tu vois, là, on fait un podcast. Là, tu vas pouvoir le faire debout. Tu réponds au téléphone, etc. Tu es en meeting, tu vas pouvoir le faire debout. Quand tu es sur des tâches un peu plus quand même de concentration, en général, les gens se mettent assis. Mais c'est important, de varier. Il y a des gens qui pensaient que je travaillais le matin assis, l'après-midi debout. Non, il faut alterner toutes les heures sa position. Et en France, on est encore au début de ça, puisqu'on a seulement, je crois que c'est 2% des bureaux qui sont des bureaux assis debout, donc ce qui est quand même très, très peu. Quand dans certains pays, c'est devenu carrément une obligation légale. Au Danemark, à partir du moment où tu travailles plus de 6 heures par jour sur un écran d'ordinateur, l'entreprise est obligée de te fournir un bureau assis debout. D'accord, ok. Donc, ils ont 80% des bureaux au Danemark qui sont des bureaux assis debout. Et dans d'autres pays scandinaves, on est à peu près sur les mêmes taux de bureaux assis debout. Donc, ça, c'est quelque chose que tu verras. Ce qui ne m'étonne pas, côté pays scandinaves, parce qu'ils sont assez inspirants sur ces sujets de qualité. Exactement. De vie. Quand tu vois que le sport, maintenant, est obligatoire en entreprise et payé par l'entreprise, alors que nous, en France, seulement depuis le mois de juin,
de l'année dernière, ce qui est quand même très récent, le sport en entreprise n'est plus considéré comme un avantage en nature. Ah oui. Donc, tu te dis, voilà, il y a quand même un petit décalage, mais ça va dans le positif, donc c'est bien. Et de toute façon, voilà, on n'a pas trop le choix. Quand tu prends l'exemple, et à mon avis, il y a sûrement pas mal de tes auditeurs qui sont dans cette situation, qui sont par exemple en flex office, Oui. puisque ça, c'est la grande tendance en ce moment. Là, en flex office, tu n'as quasiment pas d'autre choix que de mettre des bureaux assis debout. Ouais. Puisque les gens, tu peux avoir le lundi quelqu'un qui fait 1,95 m et le mardi quelqu'un qui fait 1,60 m sur le même bureau. Ouais. Donc là, il faut que ton bureau puisse s'adapter. Et alors, pendant cette période de confinement, tous les gens qui sont en télétravail, ça a dû être une catastrophe en termes de troubles musculo-squelettiques, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout équipées de façon convenable pour travailler à la maison. Ah oui, non, ça a été dramatique, hein, même. Nous, on l'a vu, comme je te disais au début, dans les cabinets, on a été rempli de télétravailleurs, Ouais. principalement pour des douleurs au niveau des cervicales et de la fatigue visuelle, mais les deux sont liés, parce que on n'est pas fait en fait pour travailler sur des ordinateurs portables toute la journée. Normalement, l'ordinateur portable, c'est fait pour des déplacements, etc. Ouais. Aujourd'hui, dans les entreprises, on équipe tout le monde avec des portables, mais il faut du coup aussi équiper avec des accessoires. Et notamment, il y a 2 accessoires. Donc, pour ceux qui s'occupent du matériel dans les entreprises et qui équipent les télétravailleurs, il y a 2 choses qui sont indispensables. C'est le clavier et la souris. Ça, c'est obligatoire en télétravail parce que ça vous permettra d'éloigner votre écran, parce qu'un écran, ça doit être à peu près à une longueur de bras. Sauf que quand on travaille sur un ordinateur portable, on est à une demi-longueur de bras. Ouais. C'est pour ça qu'on a de la fatigue visuelle. Et surtout, un écran, on doit avoir le haut de l'écran à la hauteur des yeux, ce qui n'est pas du tout le cas quand on travaille sur un ordinateur portable. L'écran est posé sur le bureau. Donc, si on utilise un clavier et une souris déportée, ça permettra justement d'éloigner et de surélever son écran. Ok, donc ça, c'est une bonne pratique déjà à retenir. Bonne pratique. Chose qu'il faudrait que j'applique déjà à titre c'est personnel. Ça. Ouais. Après, tu as d'autres accessoires qui sont très, très bien. L'avantage qu'il y a eu quand même avec le confinement, c'est que le prix des accessoires a vachement baissé. Aujourd'hui, tu peux trouver des bons sièges qui sont pas excessifs. Tu peux trouver des supports ordinateurs portables pour surélever ton écran. Enfin, voilà, tu peux, franchement, avec un budget raisonnable, te faire un bon poste de travail. Ok. Donc, tu parlais du bon choix de matériel, de la façon d'optimiser son poste de travail. D'ailleurs, sur le sujet de la sédentarité, moi, ça me fait beaucoup penser maintenant à des pratiques managériales qui sont hyper intéressantes, comme le walking meeting. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais ça, c'est top. Ouais. En fait, l'essentiel, c'est de se dire, même dans mon travail où je suis, entre guillemets, condamnée à travailler pendant 7 à 8 heures par jour, voire plus, comment je peux, mine de rien, continuer à bouger tout au long de la journée. Donc déjà, se lever, tu l'as dit, une fois toutes les heures pendant quelques minutes, c'est déjà bien. Puis marcher un maximum de temps. Est-ce qu'il y a d'autres façons de lutter justement contre cette sédentarité qui fait que on a les jambes gonflées à la fin de la journée. On a peut-être potentiellement aussi du surpoids petit à petit avec le temps parce qu'on bouge pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres façons de prévenir ça? En fait, alors tu peux modifier bien sûr ton installation, etc. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va être surtout important, c'est de bouger. Donc ça, il faut prendre des habitudes de vie. C'est-à-dire que tu vas prendre plutôt les escaliers que l'ascenseur. Tu vas essayer de venir potentiellement en vélo ou à pied si tu n'habites pas trop loin, ou descendre une station avant de métro ou de bus. Tu vas, au lieu d'appeler ton collègue qui est dans le bureau d'à côté, tu vas plutôt aller le voir. Tu vas aller mettre ton imprimante un petit peu plus loin. Donc, il y a plein de petits réflexes comme ça que tu peux avoir tout au long de la journée et qui vont favoriser le mouvement. Nous, on voit des choses, mais qui sont dramatiques. On voit des gens qui ont des applis de pas qui font 400 pas dans une journée ou 500 pas dans une journée, ce qui est très, très, très faible. Et en fait, c'est rien du tout. Et le corps, lui, il a besoin de bouger pour fonctionner. Donc, comme tu le disais, ça entraîne du surpoids. Et après, en fait, tu es un peu dans une spirale infernale parce que qui dit plus de surpoids dit aussi moins d'envie de bouger, moins de sport, etc. Et tes articulations, elles n'aiment pas ça, tes muscles elles n'aiment pas ça non plus. Donc, il faut essayer de vraiment et en plus, ce qui est facile, c'est qu'au début, il faut se forcer à le faire. Mais une fois que tu as pris l'habitude de le faire,
et ben en fait, ça devient quelque chose de normal pour toi. C'est juste qu'au départ, il faut se mettre des règles pendant une semaine, 10 jours, et y aller progressivement. Mais une fois que tu l'as fait, ben en fait, tu te sens beaucoup mieux. Et ça joue sur ton travail, ça joue sur ton humeur, ça joue sur tellement de choses que voilà, il faut au départ se forcer un petit peu. Et une fois, nous, tu vois, au bureau, par exemple, on fait tous les matins. Bon, on est une vingtaine, donc on n'est pas très, très nombreux. Mais on fait un petit réveil musculaire tous les matins. En commençant à 9h30, on se met tous ensemble. Ça permet aussi de discuter, etc. C'est quoi un réveil musculaire? Est-ce que tu peux détailler? Est-ce que c'est Ouais, des alors exercices? soit c'est Est-ce que des c'est petits du exercices, sport? on est Ouais. debout, tu peux le faire dans n'importe quelle tenue, hein, t'as pas besoin d'être en basket, tu transpires pas, etc. C'est D'accord. des petits mouvements qui vont te permettre en fait de réveiller tes articulations. Donc tout simplement des petits mouvements avec la tête, tu tournes les épaules vers l'arrière, les poignets. Donc c'est vraiment des choses très très simples. Ça dure 5 minutes et ça permet de réveiller ton corps. Ça, tu peux le faire plusieurs fois dans la journée si tu veux. C'est vraiment pas contraignant, hein, c'est quelques minutes. Ce qui est aussi pas mal, c'est moi je fais toujours en fin de journée, surtout en télétravail, un sas de décompression. Oui. Donc le principe du sas de décompression, surtout quand tu es à la maison, c'est de couper en fait avec le travail et partir sur ta vie perso. Et donc là, tu peux faire deux, trois étirements. Tu as notamment deux muscles qui sont hyper, hyper importants à étirer quand on travaille sur écran. Pour les douleurs cervicales, ça va être les pectoraux. Donc là, vous pourrez regarder pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, il y en a plein d'exercices. Le principe, c'est de mettre les épaules en arrière avec le bras en arrière. Donc ça permet vraiment d'ouvrir complètement le thorax et ça vient tirer sur les pectoraux. Et le deuxième, c'est le psoas. Donc celui-là, c'est le plus important, c'est pour les douleurs lombaires. C'est se mettre comme une fente avant et Oui. de descendre et ça doit tirer dans l'aine. Donc ceux-là, c'est vraiment les deux étirements les plus importants qui permettent d'éviter la cervicalgie et la lombalgie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites aussi en fin de journée. Donc il y a plein, plein, plein de choses à faire. Ça peut être aussi d'aller faire des marches. Ça se fait beaucoup maintenant dans les entreprises Mm. entre collègues de faire une petite marche après avoir mangé. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais il faut bouger le plus possible. Donc, ça veut dire que les parties du corps, finalement, qui sont les plus touchées dans nos façons de travailler aujourd'hui, ça va être notamment les cervicales et le dos, hein. C'est ça, c'est Exactement. ce qu'il faut le protéger. Cervicalgie et lombalgie, c'est vraiment les deux qu'on retrouve le plus souvent. Après, tu vas retrouver des tendinites d'épaule, du coude ou le syndrome du canal carpien. Mais au final, c'est quand même beaucoup moins fréquent. Les cervicalgies, en cabinet, on n'a que ça, que ça, que ça. Donc, les cervicalgies, hein, c'est douleur au niveau du cou qu'on sent en fait le long du cou jusqu'à l'épaule et qui peuvent aller jusqu'aux omoplates. Et ça, c'est avec les écrans, les téléphones aussi, parce qu'on parle beaucoup là aujourd'hui des écrans, mais on passe en moyenne 3 heures par jour hein, sur nos téléphones. Mm. Donc ça joue aussi là-dessus. Est-ce que, du coup, alors on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, les entreprises aujourd'hui, en termes de prise de conscience, il y a un éveil par rapport à tout ça. Alors, bon, j'ai l'impression qu'avec la crise sanitaire, on a quand même mis cette question de la santé mentale et physique des collaborateurs en premier plan. Mais malgré tout, je ressens encore pas mal de réticence à investir, hein, parce que finalement, faut aussi avoir les moyens de ses ambitions quand on veut mettre en place des actions de prévention. C'est quoi un petit peu ta vision de ça sur l'ouverture des entreprises, sur tous ces sujets de prévention des troubles musculo-squelettiques? Ça commence à être mieux. Après, c'est vrai que nous, on le voit surtout quand même dans les gros groupes Oui, où tu as des gens qui sont dédiés pour ça. C'est quasiment une obligation dans les grosses entreprises aujourd'hui en termes d'image, en termes de recrutement, en termes de tout. Tu es obligé de prendre soin de tes salariés. Je crois que tu n'as et c'est le chiffre, il y a une belle marge de progression, je crois que tu n'as que 30% des entreprises qui ont déjà mis en place une politique de prévention santé au travail. Donc, ce qui n'est pas énorme, oui. mais ça commence quand même à augmenter. On va pas, de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui est assez récent en France, donc ça va accélérer dans les prochaines années. Après, oui, comme tu le disais, il y a un coût. Donc, faut se donner aussi les moyens pour pouvoir réussir. Ça peut pas tomber comme ça. Il y a des investissements à faire, mais l'entreprise, elle, de toute façon, s'y retrouvera. La problématique, c'est que pour l'entreprise, c'est un coût direct et Oui, elle voit pas une rentabilité c'est sur ça. ça. C'est juste que ça va lui permettre de perdre moins d'argent.
Donc, du coup, c'est toujours compliqué. Mais ça commence franchement à bien évoluer. Oui, puis ce que je dis souvent, c'est qu'on est parfois réticent à investir. On a l'impression que mettre en place des actions de cette ampleur, ça va nous coûter cher. Mais en fait, ne rien faire et le coût du mal-être au travail, le coût de personnes qui souffrent de douleurs au travail, ça va être beaucoup plus impactant sur la santé financière de l'entreprise sur le moyen long terme finalement. Donc, il y a beaucoup plus d'intérêt finalement à investir. Mais c'est vrai qu'on a du mal à mesurer, j'ai l'impression, le retour sur investissement C'est direct. ça. Ouais. Bah, quand tu prends, tu vois, les gens ils vont se dire, ah ouais, un siège, un bon siège, ça coûte entre 500 700 euros, un super siège. On se dit, ça fait quand même cher si tu en achètes plusieurs, etc. Mais quand tu prends quelqu'un qui a mal au dos et qui va pas être là pendant 3 semaines, un mois, voire plus, parce que les gens qui ont mal au dos, ça peut durer 6 mois, un an, donc c'est long. Le coût que ça représente en termes de productivité, en termes de coûts aussi directs en remplacement, en gestion du dossier, etc., en fait, ça paye tous tes sièges. Ouais. Alors, comme tu le sais, Yannick, je suis très impliquée, très engagée sur le sujet du Chief Happiness Officer. Je ne sais pas du coup dans tes interventions en entreprise si tu as eu l'occasion d'en rencontrer Beaucoup, beaucoup, qui beaucoup. agissaient sur le sujet de la qualité de vie au travail. Est-ce que selon toi, c'est une fonction qui peut être aidante sur le sujet des TMS? Est-ce que du coup, tes interlocuteurs en entreprise, c'est plutôt quoi? C'est les services RH qui vont mener des actions de prévention? C'est avec qui tu travailles Alors nous, on ce travaille, alors sujet? on a plusieurs interlocuteurs et c'est ça qui est aussi intéressant dans notre domaine, c'est que les TMS, tu peux le voir sous plein de visions différentes et via plein d'actions différentes. Donc nous, on va travailler beaucoup avec les RH, forcément, beaucoup aussi sur la partie sécurité, donc avec des responsables QSE, QHSE, etc. Sur la partie plutôt santé, avec la médecine du travail, notamment les infirmières, les médecins du travail, et sur la partie plutôt du coup bien-être santé, avec des gens de ton profil qui font appel à nous. Alors, les actions sont tournées différemment. Ça va être beaucoup, par exemple, sous forme d'ateliers, sous forme, là, on a créé, là, pour le coup, on en fait, en ce moment, on travaille énormément là-dessus. On a créé un escape game sur le travail sur écran. Ok. Et du coup, c'est un camion qui vient dans l'entreprise ou qui se gare devant. Et c'est axé du coup sur comment éviter les douleurs quand on travaille sur écran, mais en s'amusant, en travail d'équipe, etc. Donc là, ça rentre parfaitement dans ce que tu fais au quotidien. Voilà, c'est pour ça, nous, on touche vraiment un peu toutes les personnes qui sont soucieuses de la qualité de vie de leurs salariés. Et puis en plus, alors bon, ça dépend quand les personnes écouteront cet épisode, mais en tout cas, au moment où on enregistre, on est en mai 2022, et puis il y a bientôt la semaine de la qualité de vie au travail Exactement. en juin qui arrive, et ça peut être un moment super justement pour commencer à sensibiliser les collaborateurs sur tous ces sujets-là. Peut-être justement montrer qu'il y a plein de petites habitudes à mettre en place qui sont pas forcément contraignantes et qui sont là surtout pour nous faire du bien et que adopter des bonnes postures, ça coûte pas grand-chose et ça permet de prendre soin de soi. C'est ça, c'est des petits détails, hein. Tu changes, nous, on le voit au quotidien, quelqu'un qui a mal au cou depuis 5 ans, en fait, tu changes son poste de travail, enfin, même pas tu changes le matériel, hein. Tu modifies l'aménagement, Ouais. tu peux avoir des résultats. Tu lui montres un étirement sur les pectoraux, tu peux avoir du résultat. Tu lui montres des exercices pour la fatigue visuelle, tu peux avoir des résultats. Donc, c'est des mini-choses, mais qui, cumulées sur des mois, des années, etc. Et rajouter, avec ce qu'on disait au départ, du stress, des choses comme ça, font une grosse boule de neige et te donnent la douleur. Mais si brique par brique, tu arrives à travailler sur certains aspects, pour le collaborateur, ça sera tout bénéfice. Et puis, comme tu le dis, il y a aussi l'aspect hygiène de vie qui est aussi très important. Alors, c'est toujours la même chose. On sait ce qui est bon pour nous, mais on le fait pas forcément, à savoir bien manger, bien dormir, faire de l'activité sportive. Et tout ça, ce sont des critères qui entrent en jeu pour une meilleure qualité de vie au travail aussi. Exactement. Toute la partie hygiène de vie, elle est indispensable. Moi, je te donne juste un exemple, l'hydratation. Ce qui est Oui. c'est première cause de tendinite, c'est la déshydratation. Ah oui, Ouais, d'accord. donc en fait, si tout le monde s'hydratait correctement, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de tendinite parce que l'eau dans ton corps, elle est dans le muscle et dans le sang. Quand tu as soif, c'est-à-dire que c'est trop tard, l'eau, elle passe du muscle
au sang et t'imagines que le muscle, c'est une éponge. Donc, quand c'est mouillé, bah, tu peux la tordre dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Ouais. Quand c'est sec, bah, tu en mets une au niveau de ton épaule, une au niveau de ton coude, une au niveau de ton poignet et tu travailles avec ta souris. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça frotte et ça déclenche des tendinites. Donc, c'est vraiment des petits détails, tu vois, dans l'entreprise, bah, de mettre une fontaine à eau, par exemple. Comme ça, les gens, ça les pousse à aller boire. Nous, on en a mis une au bureau. Bah, en fait, tout le monde va boire toute la journée. Donc, c'est instinctif parce que tu la vois et tu passes devant, tu te dis, bah, je vais me prendre un verre d'eau. Donc, c'est des petites choses comme ça. Et c'est vraiment, il y a pas de recette miracle, hein. C'est Mm. vraiment, voilà, petit à petit, on va avoir du résultat. Puis il y a beaucoup de bon sens aussi, de toute Beaucoup de bon façon. sens Ouais. aussi. Est-ce que il y a des prédispositions, hommes ou femmes, à avoir plus de troubles musculo-squelettiques, enfin, ouais, où on est à égalité par rapport à ça? Alors, on n'est pas vraiment à égalité. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Ouais, en termes de posture, par exemple, les hommes, alors c'est peut-être une question de taille, c'est d'ailleurs sûrement une question de taille, les hommes ont tendance à travailler un petit peu plus allongés. d'accord. On les voit dans les bureaux, hein, souvent, ils sont complètement avachis. Donc là, ils ont Messieurs, souvent, redressez-vous. voilà, messieurs, redressez-vous, ils ont souvent mal en bas du dos, alors que les femmes ont plus souvent mal au cervical. D'accord. Parce c'est vraiment deux postures qui sont plutôt différentes. Et après, mais ça c'est physiologique, les femmes ont plus de problématiques, notamment de jambes lourdes. Oui. Voilà, ça c'est dû à la physiologie du corps et donc bah, voilà, Peut-être un peu d'avoir une hormonal circulation aussi. ouais, hormonale aussi, Ouais. exactement. Donc d'avoir une circulation qui est un petit peu plus difficile et donc bah, plus de problématiques de jambes lourdes. Ok, ok. Bon, en te posant cette question, tu vois, je pensais qu'on était tout à fait égaux par rapport à ça, mais en fait, non, pas Non, non, forcément. non, non. Mais Ok. après, il y en a pas un qui est avantagé plus que l'autre, hein. Ouais, Et on a, d'accord. voilà, c'est des choses des pathologies qui vont être un petit peu différentes, mais les deux ont les pathologies. Ok. Alors, comment on pourrait convaincre ceux qui nous écoutent ou qui auraient envie de sensibiliser en entreprise, voilà, pour donner envie aux personnes, aux entreprises, aux collaborateurs de s'engager davantage sur ce sujet des préventions des troubles musculo-squelettiques? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Et ben alors moi, je leur dirais d'aller voir Emma. Emma, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, donc ça s'écrit E2MA. Ah oui. Emma, c'est une dame qui est toute cassée de partout. En fait, c'est une grosse campagne de communication qu'on a réalisée il y a 3 4 ans. Et en fait, donc on peut la retrouver très facilement. C'est Emma, votre collègue du futur. Mm. Donc c'est en fait une projection de ce qu'on pourrait devenir potentiellement dans 20 ans si on continue comme ça. Parce que ce qui est très inquiétant, c'est qu'on estime que là, les futures générations vont passer entre 24 et 28 ans de leur vie sur des écrans. Mm. Donc c'est quand même C'est énorme. énorme. Là, les nouvelles générations, hein, tu le vois, hein, entre leur téléphone, leur ordinateur, ils sont mais tout le temps dessus. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était pas comme ça. Ah Et ouais. donc là, ça, on prend quand même un tournant qui est pas top sur cette partie écran. Et donc Emma, bah, en fait, elle a tous les problèmes du travail sur écran. Donc pour sensibiliser, c'est plutôt pas mal. Nous, quand on la ramène sur les salons, elle fait toujours une grosse sensation. Et donc en fait, bah voilà, si on veut pas devenir comme elle, et bah, il faut mettre en place bah, toutes ces choses-là pour prévenir les douleurs. Ok. Eh bien, on ira voir cette chère Emma. Alors, je crois que ça me parle puisqu'il me semble l'avoir vue dans l'étude de la Fabrique Spinoza sur Tout à fait. les espaces de travail. Une étude d'ailleurs qui parle aussi de tous ces sujets-là, qui est très Exact. intéressante si on veut compléter le sujet. Et d'ailleurs, en termes de littérature et d'ouvrages, donc toi, tu as sorti ce bouquin Travailler sans douleur qui propose des séances d'auto-coaching, donc pour s'auto-coacher et améliorer son quotidien au travail en adoptant de bonnes postures. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, j'ai écrit ce livre, c'est que je trouvais rien sur la partie travail sur écran. Comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet, en fait, on n'en parle que depuis récemment. Du coup, alors il y a des guides de posture, etc., qui existent, mais voilà, c'est quand même pas très sympa à lire. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire quelque chose vraiment basé, moi, sur mon expérience déjà, à la fois du terrain et mon expérience d'ostéopathe, avec des choses qui sont simples et applicables. Du coup, il y a 10 séances et en fait qui reprennent en gros l'intégralité d'une journée. Donc, tu vas avoir une séance déjà bah, pour bien comprendre son corps. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as mal, les structures du corps, etc. Mais tu vas avoir aussi bah, comment tu t'installes, la fatigue visuelle,
tous les autres gestes que tu fais au quotidien, parce que si tu as mal, c'est une accumulation, donc ça peut être que tu portes tes enfants, que tu fais beaucoup de voitures, que tu portes des charges, etc. Il y a toute une partie aussi avec des exercices, donc des exercices d'étirement, de réveil musculaire, de renforcement musculaire. Il y a toute une partie sur la pratique de l'activité physique. Il y a une partie sur le télétravail. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et normalement, on retrouve forcément une chose dans ce livre qui nous correspond. Et puis, je trouve que c'est intéressant, puisque ce livre, en fait, il nous invite à prendre un peu de recul sur notre façon de vivre le travail au quotidien. Et on a tous, je pense, la tête dans le guidon à justement être plus concentré sur ce qu'on a à faire plutôt que de prendre un peu de distance sur la façon dont on fait les choses, la façon dont on se tient devant son écran, etc. Et du coup, au travers de cet ouvrage, il y a plein de questionnements à se poser soi-même. C'est pour ça qu'on parle d'auto-coaching, d'ailleurs. Et je trouve que les questionnements sont intéressants pour se dire, bah oui, mais en fait, là, je fonctionne pas du tout, ma posture est pas du tout la bonne, il y a quelque chose qui va pas. Donc, ça permet de s'auto-diagnostiquer, en fait. C'est ça qui est très intéressant. Il y a pas mal de petits tests, il y a aussi pas mal de visuels pour bien comprendre à la fois la posture, à la fois les exercices, à la fois son corps. Donc, voilà, j'ai voulu intégrer vraiment un maximum de visuels pour que ça parle le plus possible. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, vraiment d'intégrer des choses que tu peux appliquer dès le lendemain. C'est pas de la théorie, c'est vraiment quelque chose qui est applicable et qui est faisable facilement et rapidement. Oui, puis malheureusement, c'est vrai que là, on est en format podcast, donc on n'aura pas la chance de te voir nous montrer faire des exercices, mais c'est vrai qu'il y a plein de visuels qui sont très sympas. Alors, on arrive presque au bout de cet épisode, Yannick. J'aurais peut-être une dernière question pour conclure. Quel serait ton rêve pour un monde du travail plus positif, plus ergonomique, on va dire, pour demain? Alors, mon rêve, ça serait que tout le monde prenne conscience qu'en fait, on n'a qu'un seul corps, on n'a qu'une seule vie. Donc, du coup, il faut en prendre soin au maximum et surtout ne pas attendre qu'on ait le problème pour agir. Vraiment, voilà, dès le plus jeune âge, prendre les bons réflexes, prendre les bonnes habitudes. Et après, ça sera en fait très, très simple. C'est très dur de changer une habitude quand on travaille depuis 20 ans. Donc, il faut essayer de le faire dès le début. Et ça, à la fois le collaborateur et l'entreprise, parce que les deux ont leur rôle, parce que souvent le collaborateur va dire c'est l'entreprise qui doit faire ça, l'entreprise va dire c'est le collaborateur. En fait, c'est que les deux travaillent main dans la main pour la santé de tous, au final, de la santé de l'entreprise et la santé du collaborateur. Ouais, il y a cette notion de co-responsabilité, effectivement, qui est très importante sur le sujet de la qualité de vie au travail. Eh bien, merci beaucoup pour tout ce partage. En tout cas, c'est très intéressant. Et pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez compris, c'est hyper important d'inverser cette tendance des mauvaises postures au travail qui déjà vous font souffrir et puis qui en plus ont un impact majeur en termes de motivation, d'efficacité, de performance, de bien-être global. Donc, prenez soin de vous et adoptez tous ces petits réflexes qui sont beaucoup de bon sens, comme tu nous as partagé, mais qui peuvent radicalement changer aussi notre bien-être au quotidien dans notre travail. Merci beaucoup, Yannick. Merci à toi de m'avoir invité. Et je rappelle qu'on peut retrouver du coup ton livre Travailler sans douleur aux éditions Vibert, c'est la collection My Happy Job. Et puis pour ceux qui nous écoutent, je vous dis merci d'être restés jusqu'au bout. On se retrouve pour un prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 1000 merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.